Avec vous, Christophe Dansette, bonsoir. Bonsoir. Et on commence avec les marchés. Comment la semaine commence-t-elle? Elle commence plutôt pas mal, un peu à l'image de la semaine dernière, avec des bourses européennes qui clôturent dans le vert, avec toujours en toile de fond cette élection de Donald Trump aux États-Unis qui décidément n'inquiète pas beaucoup les marchés. Le CAC 40, vous le voyez, a gagné ce soir 0,43%, le DAX à Francfort 0,24% et la bourse de Londres, le FTSE, a repris 0,34%. En revanche, il y a quand même un secteur qui s'inquiète de cette élection de Donald Trump, c'est celui des nouvelles technologies, notamment en raison du protectionnisme que veut mettre en place Donald Trump. Et du coup, on voit des actions, des titres comme Google et Apple continuer de perdre beaucoup, ce qui fait perdre également le Nasdaq, qui est actuellement en forte baisse avec un Nasdaq, vous le voyez, en repli de 0,73%, Dow Jones qui perd 0,14% et S&P 500 en recul de 0,35%. C'est une semaine très importante pour le climat. Puisque après l'élection de Donald Trump, de nombreux chefs d'État se retrouvent en milieu de semaine, mercredi, à Marrakech, pour lancer la COP 22, qui est censée mettre en place des résolutions de la conférence de Paris, la COP 21, signée en décembre dernier. L'un des enjeux sera évidemment le développement de l'Afrique en matière d'énergie. Pour en parler, nous recevons Simone Rossi. Vous êtes directeur en charge de l'international chez EDF. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, je ne peux pas m'empêcher. J'évoquais Donald Trump. Est-ce que Donald Trump va changer quelque chose dans cette quête de l'énergie, de la lutte contre le climat, le réchauffement climatique? Pas vraiment. Moi, je crois que d'ailleurs, EDF a une stratégie qui s'appelle CAP 2030, qui met au centre trois axes majeurs: les énergies décarbonées, le service d'efficacité énergétique chez les clients et le développement international pour accompagner des pays dans leur transition énergétique. Bon, nous croyons que les données de fond, les besoins sont toujours là et ça, donc l'élection ne change pas ces besoins. Et justement, vous parliez de ce CAP 2030, l'un des points forts, c'est l'Afrique. Et si on vous invite aujourd'hui, c'est puisque EDF a de grandes ambitions en Afrique, notamment en matière d'énergie renouvelable. Vous venez de vous allier à une start-up américaine, Off-Grid Energy, OGE, pour lancer des kits d'énergie à destination des populations qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'électricité, des kits d'énergie propres. Vous venez de commencer par la Côte d'Ivoire, vous l'avez révélé la semaine dernière. À quoi cela va ressembler? Bon, c'est une très bonne nouvelle. On vient de lancer en fait cette offre en partnership avec Off-Grid Electricity. C'est une joint venture 50-50 dans laquelle l'expertise d'EDF dans le continent africain et l'expertise de cette start-up californienne qui a maturé essentiellement en Tanzanie se fusionnent afin d'offrir à la population de la Côte d'Ivoire un kit qui va leur permettre de pouvoir produire de l'énergie propre d'origine solaire chez eux et d'alimenter pendant toute la nuit des lampes, de recharger leur portable, d'y connecter un ordinateur ou bien de regarder la télévision. Donc concrètement, ça se présente comment? C'est un kit avec un panneau d'énergie solaire et différents appareils qu'on vous Bien sûr, donc il y a des panneaux très simples pour les installer sous la toiture. Et ensuite, il y a des équipements qui ont été conçus pour minimiser la consommation d'électricité. Donc, par rapport à ceux qu'on regarde à la télévision ce soir, par exemple, bon, là, pour cette offre, on a conçu des télévisions à très, très basse consommation, mais avec un rendement visuel qui est à peu près le même de ce qu'on a chez nous. Et donc, on va pouvoir permettre une offre très abordable et très propre parce que ça suffit, le panneau solaire qu'on a mis à disposition pour l'alimenter. Donc on a une télévision, on a peut-être une radio et peut-être quelques lumières. Quelques lumières, il y a 3 niveaux d'offres. Donc il y a un niveau de base, à peu près 7 € chaque mois pendant une période de 3 années, au bout duquel le client devient propriétaire du système et donc il aura accès gratuitement à l'électricité à partir de ce moment-là. Et ensuite, on a des niveaux un peu plus riches d'offres qui ont plus d'équipements ou de télévisions un peu plus grands, à un niveau de 14 € le mois ou jusqu'à à peu près 20 € le mois.
Une dernière question assez rapidement, parce que l'énergie propre et ce kit, ce n'est pas la seule stratégie en Afrique. Vous avez d'autres ambitions, le nucléaire par exemple? Oui, bien sûr. Donc, dans le continent africain, on vise à développer tous les formes d'énergie décarbonée. D'abord, je démarre avec l'éolien. On a bien une présence des actifs aujourd'hui en Afrique du Sud et on va démarrer la construction d'autres fermes éoliennes au Maroc et en Afrique du Sud l'année prochaine. On est prêt à participer au programme nucléaire de l'Afrique du Sud lorsqu'il sera lancé et on travaille aussi sur une centrale à biomasse en Côte d'Ivoire pour la valorisation des déchets végétaux et dans une grande centrale hydroélectrique au Cameroun. Merci beaucoup Simone Rossi pour toutes ces informations et merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Allez Christophe, on en vient à ces nouvelles révélations autour de Lafarge en Syrie. Oui, puisque contrairement à d'autres groupes français comme Total ou Air Liquide, eh bien, Lafarge a fait le choix de maintenir l'activité de sa cimenterie à Jalalabia jusqu'en septembre 2014, et ce alors que la région était déjà dévastée par la guerre civile. À cette époque, le cimentier n'a pas hésité à s'arranger avec certains groupes armés pour pouvoir continuer à fonctionner. L'information a été révélée par notre collègue Dorothée Myriam Kellou dans une passionnante enquête pour Le Monde et pour France 24, résumée ici ce soir par Cécile Caluccio. Mars 2012, le conflit syrien s'étend dans le nord. De nombreuses usines françaises décident de fermer. La cimenterie Lafarge de Jalalabia refuse. Pour prévenir toute attaque, le groupe français entre en contact avec les groupes armés, forces kurdes et armées syriennes libres. Selon notre enquête, en échange de versements, l'usine et les routes sont sécurisées. 1 an et demi plus tard, lorsque le groupe État islamique arrive dans la région, Lafarge aurait cette fois pactisé avec les djihadistes, toujours dans le but de maintenir son activité. Le procédé serait le même, de l'argent contre une libre circulation des employés et des matériaux. Ils avaient le contrôle de Raqqa et comme ils étaient inscrits sur la liste, ils recevaient un versement de notre partenaire local. Un jeu dangereux qui aurait seulement marché un temps. L'organisation de l'État islamique renforce son emprise et exige des autorisations de circuler. Les djihadistes sont très clairs, l'employé sans sauf-conduit sera arrêté. Mais Lafarge aussi aurait mis ses conditions. L'employé qui ne se présente pas verra son salaire suspendu. Dès 2012, plusieurs employés ont été kidnappés par les différents groupes armés. Le 19 septembre 2014, Lafarge ferme son usine. L'organisation de l'État islamique est passée à l'attaque. Voilà donc pour cette enquête. Merci beaucoup Christophe Dansette. On passe